de la faculté de droit. Assistant à l'université de Kinshasa, chercheur en droit constitutionnel, si qu'il est de ses élèves qu'on peut produire. Nous avons aussi le professeur David Lugo, il est prof ordinaire. Mondialisation politique et développement et à l'université de Kinshasa et dans d'autres établissements de la RDC. Sur ces qu'il faut laisser directement la parole au professeur David Lugo pour 15 minutes. On appelle conflit. Alors, 15 minutes, c'est trop. Bon, donc, j'ai parlé de conflit, si j'étais dans l'histoire électorale de la RDC. Et voilà, pour conserver cet article intitulé La sociologie du conflit, qui est publié aux presses universitaires de France en 1983. Il dit le conflit est l'un des phénomènes fondamentaux de toute société, mais fort malheureusement, les sociologues ont tendance à en négliger l'étude. Or, la société contemporaine est secouée par toutes sortes de conflits, à point qu'on la qualifierait de société conflictuelle. Potentiel, celui de la haine et celui de l'amour, ou vice-versa. Conflit signifie mésentente, désharmonie et groupe d'individus qui s'éditionnent. Ici, on voit par l'antagonisme des compatibilités de valeurs. Par exemple, vous avez des gens qui croient en Dieu et vous avez des autres qui disent non, nous croyons en Jésus. Musulmans et chrétiens sont des valeurs. Donc, s'agissant des éléments négatifs, des conséquences négatives du conflit et positives, ici nous voulons souligner que dans les temps, on considère le conflit comme un élément purement nocif, qu'il n'y avait rien à tirer de bon. Et aujourd'hui, les sociologues et les psychologues vous montrent que le conflit fait partie intégrante de nos relations. C'est un phénomène réel et normal. Donc, il y a beaucoup de conflits. Parce que la vie, le monde, c'est la vie, c'est la lutte. C'est la dialectique. Donc, le conflit, c'est un signe de vie. Lorsqu'on est en conflit, c'est qu'on vit. On vit. Parce que ce n'est pas une blague. On n'entre pas en conflit avec... bon, j'ai déjà parlé de ça. Donc, un signe de vie. Deuxième élément, le conflit révèle l'identité des individus. Donc, ici, on veut seulement dire que le conflit est constitutif de notre conscience avec les élections locales. Vous connaissez ce qui s'est passé au Catalan, parce que les bourgmestres élus des communes étaient tous à majorité kassaïens. Et il y a eu des protestations. Maintenant, au niveau national, après les élections de 60, le monde a cédé sa majorité à Kassabou parce que les élections étaient au second degré. On connaît la suite. Le monde a fait son premier coup d'État en septembre 60. Là où il a neutralisé les gouvernements issus des élections pour mettre les commissaires généraux comme ministre. Les commissaires généraux, c'était des étudiants comme vous. C'est comme ça que je suis heureux de vous voir en cravate. Parce que vous pouvez aussi, si c'était à cette époque-là, c'est vous qui serez les ministres. Parmi ces commissaires généraux, les coordonnateurs, c'était Justin Marie Momoko. On les connaissait déjà comme les Liao, les Singapour. Alors, il a donné des réponses un peu hypothétiques tout en disant qu'il faut remettre l'organisation des élections entre les mains du ministère de l'Intérieur. Il a dit en deuxième lieu, nous aurons M. Clément Barouti qui va parler sur la conception de la propagande électorale face aux électeurs et candidats pendant la période électorale. Nous n'avons pas présenté M. Barouti bien avant. Nous devons les présenter avant qu'il puisse prendre la parole. M. Clément Barouti
Limbaya. Il est assistant en sciences politiques et administratives à l'Université pédagogique nationale IPN en sigle. Il est secrétaire national en charge de la mobilisation à l'IDPS. Actuellement, il est apprenant en SPA à l'Université de Kinshasa dans le cycle doctoral. Nous accordons aussi 15 minutes à M. Clément Barouti pour l'exposer. Des jeunes pour l'éveil de la conscience citoyenne, pour votre tribune, et aussi à remercier les orateurs, ceux qui ont pris la parole avant nous. Et le grand thème ici de cette conférence, c'était sur les enjeux et bilans des élections face au développement de la RDC durant 3 dernières législatives. Mais quant à nous, on nous a demandé de parler sur la conception de la propagande ou de campagne électorale face aux électeurs et candidats pendant la période électorale. Déjà, propagande, j'ai eu à soutirer 3 mots-clés dans les thèmes qu'on m'a donnés. Il y a propagande, il y a électeur, il y a candidat. Alors, premièrement, je voulais parler de propagande qui vient du verbe propager, donc répandre, diffuser les idées, la parole, les nouvelles que vous avez. Alors, en ce qui concerne sa définition, j'aimerais dire que la propagande est une stratégie de communication qui tend à inculquer à grande vitesse des idées à une vaste population. Et ici, en ce qui concerne la propagande, c'est juste un moyen de communication pour faire inculquer votre pensée. Donc cela veut dire, vous avez votre idée, vous avez votre pensée, mais vous voulez avoir une adhésion massive de la population qui devait adhérer à ce que vous pensez. Élire un candidat, ceux qui ont rempli les critères pour aller aux îles pour voter. Mais aussi parler un peu de candidat. Candidat, c'est chercheur d'emploi, il a besoin d'une fonction. Mais avant d'avoir accès à cette fonction, il a besoin des gens passer des examens, des concours, des élections pour qu'il puisse accéder à sa fonction. Mais ici, la propagande, comme je vous ai dit, lorsque nous sommes en train de faire notre propagande, maintenant ici, on va demander à ce qui concerne la République démocratique pour la conception, comment nous concevons aussi les choses, comme vous savez, à l'RDC, nous avons l'adhésion populaire de la population, mais souvent on nous présente les liens matériels pour nous avoir, sans tenir même compte de la personne à qui nous sommes en train de demander notre voix. Vous avez suivi dernièrement. Et je sais que même la population aussi, c'était arrivé à leur niveau, ils devaient aussi refuser. Parce que le problème ici, c'est un problème de la compréhension. Je ne vais pas m'interdiser, mais je vais dire ceci. Maintenant, les candidats, ils puissent venir devant la population, exhiber leurs pensées, afin que vous puissiez faire la campagne des gens qui ont de bonnes idées, au lieu de laisser la population entendre les 100 francs, 200 francs, les t-shirts, pour donner des voix aux gens qui n'ont aucune idée, aucune pensée, qui ne pourraient pas permettre. Qui devons-nous donner notre voix sera encore notre problème en dehors de compréhension. Parce que tout le monde se présente et dit que venez chez moi. C'est ça la propagande. Venez chez moi. Venez chez moi. Oui, c'est bien bon. Dans un marché, tout le monde a besoin de clients. Tout le monde a besoin que les acheteurs viennent pour y acheter. Mais le problème, c'est le client maintenant qui doit chercher à savoir la qualité des produits que lui est en train de chercher à donner son argent pour en avoir. Surtout les organisateurs, cette tribune que vous nécessitez de nous donner, faites un effort que vous puissiez le faire pendant la période électorale qui permettra à notre population de savoir qui est le candidat qu'il faut pour que nous puissions nous donner notre voix.
Mais nous devons aussi prêcher dans les intellectuels. Qu'est-ce que nous devons prêcher? Nous devons prêcher à ceux qui ne sont pas élites comme nous. Et c'est cette habitude de donner la voix aux gens parce qu'il a donné l'argent, parce qu'il a donné le t-shirt. Le t-shirt qu'on t'a donné, tu vas porter ça 2 jours. Mais la personne qui est allée là-bas pour te défendre, tu ne le feras pas. C'est ce que vous avez entendu le professeur dire ici. Vos députés de l'Assemblée nationale, ils ont révisé qu'on ne puisse pas enlever cette loi qui bloquait les députés qui ne puissent pas avoir un suppléant, sa femme, soit ses enfants. Donc vous comprenez que ce sont des gens, en vous donnant quelque chose, lorsqu'ils vont là-bas, qui travaillent pour leur propre temps. Mais si au préalable, nous étions prudents, nous étions sages, on nous donne des prix pour donner des gens d'État les moyens pour s'exprimer afin de leur donner nos voix, on ne devait pas avoir beaucoup plus de problèmes dans notre pays. Voilà pourquoi je vous recommande, je demande aux organisateurs, en ce qui concerne la propagande dans notre pays, la population congolaise, son problème de propagande, c'est l'argent. Des valeurs intrinsèques de la personne. Ils ne sont pas là. Leur problème, qu'est-ce qu'ils parlent? Sur ce, si votre autorisation, je préfère que je puisse me limiter avec il y aura des questions hors aujourd'hui. À nous, les jeunes, actuellement, de bien penser à ça. Avant de faire un choix, il ne faut pas tenir compte du matériel, mais il faut tenir compte du projet de société. Là, c'était M. Clément. Il a fini par une recommandation en nous demandant à la prochaine conférence d'inviter les candidats qui viennent pour se faire élire, avant de se faire élire, d'avoir d'abord des entretiens avec les autres. Là, c'était M. Clément Barouti. Notre troisième intervenant, c'est qui est avocat au barreau de Kinshasa Matité, coordonnateur de l'aspect BAN à Congo et à Libéla, entrepreneur dans l'agro-pastoral, et puis secrétaire général adjoint du parti en rôle, du parti cher à M. Davis et Sam. Je fais mon mea culpa parce que j'avais un peu sous-estimé. Et là, je suis fier de nous tous, de la qualité des intervenants, mais surtout des participants. Avec la permission des organisateurs, je préfère parler de c'est certainement l'unité du processus électoral, gage de développement et de l'émergence de la démocratie. En réalité, on aurait pu formuler le sous-thème autrement. On aurait pu dire la crédibilisation du processus électoral. Parce qu'en réalité, notre processus électoral n'est pas crédible. Et comme piste de solution, il faut le crédibiliser, ce processus. Pourquoi notre processus électoral n'est pas crédible? Les précédents intervenants ont épinglé, chacun selon son sous-thème, des aspects qui assoient justement ce manque de crédibilité. Nous avons comme sous-bassement, comme départ, comme document de travail pour un processus électoral, la loi électorale. Et je veux plus m'appesantir sur cela. Les différentes lois électorales que nous avions eues depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, en réalité, c'est des lois porteuses de germes de conflit. Parce que c'est des lois qui ne favorisent pas ou qui n'ont pas favorisé des élections crédibles en ceci qu'elle asseyait, si vous voulez, ou elle faisait le lit de la fraude et de la tricherie électorale. Pour ne pas revenir aux anciennes lois, le temps nous manquerait, nous allons nous appesantir sur l'actuelle loi électorale. Vous savez que le G13, qui était un groupe de 13 personnalités de toute tendance politique, avait proposé une loi électorale. Les vagabonds de la République se permettent de nous voler nos années comme ça. Si vous faites un calcul depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est un hold-up de 15 années, si pas plus.
Et donc, nous n'allons pas continuer à laisser 500 bonhommes nous voler comme ça 5 ans, 5 ans, 5 ans, en hypothéquant notre avenir parce qu'eux veulent accomplir le pouvoir et ne veulent pas se servir de ce pouvoir. Qu'on ne peut pas, dans le temps, avoir condamné les pratiques liberticides de M. Kabila et se retrouver au fauteuil occupé de M. Kabila et utiliser la même, mais alors la même recette que M. Kabila, avec les mêmes ingrédients, à la même température et servi à la même heure. C'est quand même assez curieux. Donc, l'indication. Mais il ne faut pas donner le prétexte à des esprits belliqueux de pouvoir prendre les armes à chaque fois que le soleil est trop chaud pour eux. Et l'une des façons d'enlever ces prétextes, c'est d'organiser les bonnes élections. Et les bonnes élections ne peuvent passer que par une loi électorale au terme. En ce moment, nous ne l'avons pas, et pour l'avoir, je viens de vous dire ce qu'il faut être fait. Merci. Des coûts ou des budgets sont moins que l'élection à un seul tour. Là, c'est M. Nicolas Lenga, secrétaire général adjoint de Envol. Et maintenant, j'accorde la parole à M. Célestin Ouamounou Kimpoyi. Il est secrétaire général à vie de la Cassation Touche-Noire, une association scientifique, culturelle de la faculté de droit. Les organisateurs, je fais allusion à l'association, bien sûr, des jeunes pour l'éveil de la conscience citoyenne. Au niveau après ces brillantes interventions que je vais dire, parce qu'il semblerait d'emblée que tout a été dit. Mais au regard de la spécificité de mon soutien, qui s'articule autour des réformes électorales en République démocratique du Congo, au regard des vicissitudes du passé. Lorsque je parle des vicissitudes du passé, parce que la thématique a été proposée par moi-même, je fais allusion aux événements malheureux survenus depuis 1960 jusqu'à ces jours. Parce que vous conviendrez avec moi qu'avant la constitution du 8 février 2006, les élections en République démocratique du Congo ne sont pas des faits nouveaux. Nous avons connu les élections, je vais les professeurs, lorsqu'ils parlent des conflits généraux survenus depuis 1960 jusqu'à ces jours, il y a pas un rétropédalage pour dire que les élections ont commencé depuis 1957 avec les élections communales ainsi que municipales que l'on a connues. Mais quel type d'élections que l'on a connues avant les élections du février 2006? Avec les animateurs légitimes, je ne serai pas, pour des raisons d'économie du temps, les activités de 2006. D'abord, vous conviendrez avec moi que la Constitution du février 2006, c'est la meilleure constitution que la RDC a connue. C'est la meilleure constitution, là tout le monde est d'accord avec moi. Et ce vote démocratique a commencé depuis déjà 1990. Conviendrez avec moi. Le processus de démocratisation. Là, d'ailleurs, les constitutionnalistes sont unanimes. Ils appellent ces vents le vent boulimique du pouvoir. C'est-à-dire, nous avons quitté le vent vorace, transporté par Mobutu à l'époque, avec le parti État. Nous sommes maintenant dans la phase boulimique. Si l'on prend les réformes actuelles des G13, je suis parfaitement d'accord avec les précédents intervenants. Les réformes des G13, ce sont des très belles réformes. Et les modifications, j'ai avec moi les rapports finaux de la PAJ. Certes, l'Assemblée plénière n'était pas appelée d'adopter fidèlement les propositions du G13 parce qu'il y avait certaines propositions qui constituaient en réalité une redondance. Pourquoi? Parce que c'est déjà prévu dans les textes électoraux de 2017. Je pose seulement la question du contentieux électoral. Parce que je mets que l'on reste un peu technique sur ce. Des professeurs de remettre
l'organisation d'élections au niveau du ministère de l'Intérieur et il n'est pas d'accord de revoir la Constitution sur le plan contextuel. Là, c'était l'intervention de nos 4 intervenants. Qui, dans ce domaine, il parle toujours de la mondialisation. Mais il a proposé, qui sont toujours, qui sont toujours dans le contrôle des pays africains, des élections africaines. Est-ce que les ministères seraient d'accord, seraient vraiment efficaces pour faire face à ces puissances mondiales? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question va vers les deux. La question de la propagande, oui, d'accord. À l'IDPS, par exemple, est-ce que vous avez aussi des activités qui prônent bien, qui donnent conseil aux candidats que vous alignez pour que deuxième solution qu'on nous a donnée, qui est la RIP, qui me ramène encore à sur le risque de la crédibilité des élections en l'air de ce qui est la retour de la rue. Quand on rentre dans la crise, c'est que c'est la même à faire l'arrêt pour mais vite le parrainé par une puissance là, hein, nocturne là qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Et celui qui est parrainé, celui qui est soutenu par une puissance extérieure, parce que c'est le conflit qui a occasionné ça. Aidez-nous, éclairez-nous comment on peut éviter ça. Parce que quelqu'un qui est parrainé ne peut jamais faire sa volonté. Quelqu'un qui est dominé par une force extérieure, qui n'avait pas de moyens qu'on a soutenu, parce qu'il a soutenu le conflit. Mais aidez-nous parce que ces conflits, nous voyons aujourd'hui que le conflit a conduit la RDC de l'ordre sol. Nous avons les ministres, les députés de l'Assemblée nationale, nous avons le PDG, le PCA partout, grâce au conflit avant, et au conflit qui opposait la RDC et le Rwanda. Maintenant, le Rwanda a parrainé les autorités et ils sont là, ils compliquent tout. Maintenant, expliquez-nous là. Le conflit là, ça bénéficie à quoi? Parce que ça détruit presque le pays. Essayez de nous faire comprendre. L'information des autres conférenciers, on répond plutôt au débat et ceux qui vous ont suffi, sinon ça devient un débat contradictoire entre les contradicteurs. Ça ne se fait nulle part. Vous avez un sujet, débattez votre sujet, parlez avec ceux qui vous suivent. Ce que nous faisons, c'est comme une sorte d'évaluation. Sois sérieux. Malheureusement, on a échoué. On a échoué. Aujourd'hui, c'est quel qui est là. Pourquoi devons reproduire les expériences d'échec? Je dis c'est une hypothèse. Ceux qui ont fait la méthodologie comme moi savent que l'hypothèse n'a pas une force de loi. D'ailleurs, on ne répond même pas aux hypothèses. Tout ce qui a écrit un mémoire, c'est qu'on ne répond pas aux hypothèses. Parce que ce sont des suppositions de réponses. Destiné à M. Clément Barouti, il nous a parlé de la conception de la propagande électorale. Ma question va s'attarder sur la propagande électorale. Vous dites que la plupart des fois la population accorde leur voix aux acteurs politiques en échange avec les biens matériels. Et c'est ce qui est vraiment prohibé, ce qui est vraiment désolé. Alors ma question est de savoir, les acteurs politiques, quand ils viennent avec le discours devant la population, est-ce que ces discours restent génériques ou ce sont des discours archéniques, puisque aucun acteur politique n'a tenu des discours qui sont restés génériques, ils ne réalisent pas. C'est juste comme un cosmétique, juste la façade, mais ce n'est pas la réalité. Si maintenant nous voulons connaître les valeurs intrinsèques de ces acteurs politiques, pour savoir que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Comment et de quelle manière nous allons découvrir ce qu'ils veulent, puisqu'aucun acteur politique ne peut se présenter et vous donner des discours, vous tromper ou vous dire ce qui n'est pas la vérité. Les comités exécutifs de l'Association congolaise pour l'accès à la justice SACAJ. Je suis conseiller juridique de l'Association des jeunes pour l'éveil de la conscience citoyenne AGI. Il me sera difficile qu'il me soit intelligent d'enchaîner dans les premières questions, parce que j'aurai aussi une question à M. Denga. Je tiens d'abord à rappeler que la souveraineté nationale appartient au peuple.
il exerce directement en voie de référendum ou en voie d'élection, soit directement par voie de ses représentants. D'où la conception même des élections, qui est une obligation constitutionnelle, car constitutionnellement garantie. Et 2006, avec la loi du 9 mai 2006, parce que la thématique principale, c'est enjeu et bilan des élections face au développement de la RDC. Est-ce que les élections garantissent réellement le développement? C'est ça la grande question. Puisque les élections ont pour finalité l'alternance, qu'il y ait de nouveaux animateurs, qu'ils puissent faire montre de leurs expertises, et que ces derniers puissent travailler pour l'intérêt du pays. Surtout avec des questions, M. Baroud qui a abordé la question de la propagande. Je vais vous mettre un tout petit peu en conflit avec M. Lenga. Parce que M. Lenga est de l'envol. L'envol, les G13 a proposé une litanie de propositions, une pléthorique de propositions sur la loi électorale. Notamment la propagande, qu'on puisse plus donner des présents, des pourboires, je ne sais pas appeler ça comme ça. Mais l'IDPS a voté contre. L'IDPS n'était pas pour. Est-ce que réellement l'IDPS, si je peux parler dans ce sens, fait que les élections à venir puissent être inclusives, crédibles et apparentes? C'est ça ma question principale. Lenga, qui a abordé la thématique, beaucoup plus, ils sont fermés sur les propositions des G13. J'aimerais savoir, est-ce que les seuls faits d'inclure, de maintenir les propositions telles que, puisque vous en avez présenté 18, mais l'Assemblée nationale a retenu que 5. Je ne sais pas, la commission PHI à son niveau en a retenu combien, puisque vous avez même séché les débats. La plénière, les G13 n'étaient pas là. S'il n'y a pas de propagande et s'ils ne peuvent pas bénéficier de quoi que ce soit des députés avant les élections, bien évidemment, après, pendant tout leur mandat, ils ne pourront pas se retrouver. Je crois que le problème ne serait-il pas ailleurs? On va essayer de le détailler. Où pourrait-on situer les vrais problèmes afin de permettre que l'on puisse s'accommoder, évidemment, les mandats représentatifs de ceux qui seront élus avec la phase qui vient avant les élections? On nous dit, s'il y a l'IDPS, il y a des activités qui empêchent. Si l'IDPS organise des activités qui empêchent le candidat de donner les biens à la population, c'était ça. Oui, c'était vous. Ouais. Déjà, par là, j'aimerais vous dire que quand j'avais fait mon exposé, j'avais bien dit, j'ai dit ceci. La propagande en soi, un parti politique doit vendre ses idées, ses pensées à la population. L'UDPS, parce que je ne voulais pas parler de mon parti, parce que c'est une conférence, je devais respecter ce qu'on m'a donné comme thème. Si je commence à parler de mon parti, je risque de convertir cette salle à une matinée politique. C'est ce que je suis en train de craindre, je vous respecte beaucoup. En tout cas, je suis en train de vous respecter beaucoup. Parce que si vous me donnez ce temps-là, si je ne pense pas si tout le monde sera à l'aise. C'est ce que je demande aussi à tout le monde quand on prend la parole dans un parti politique. Évitez-nous de faire la propagande au niveau des partis politiques. Restons dans notre thème, ce qu'on nous a demandé. Je vais quand même parler parce que c'est une question que tu as posée. L'IDPS, c'est un parti politique, parce que vous me permettez, c'est une question, indépendamment de ma volonté. Je suis obligé quand même de répondre. L'IDPS, c'est un parti politique qui a été créé à cause d'une pensée. Cela veut dire quoi? L'IDPS a trouvé, il y a eu la dictature. Mais l'IDPS a vendu au peuple l'état de droit et la démocratie. Et ce n'est que par après que le peuple a jugé, a fait une adhésion massive à un état de droit et la démocratie. Donc déjà par là, vous allez comprendre que notre parti a été créé à l'aide des pensées et non pas à l'aide de l'argent, soit à l'aide de l'influence d'une fonction politique. Et même les élections qu'on a organisées ici, les élections qui ont été organisées en 2018, je suis parmi les gens qui faisaient partie dans l'équipe de campagne de l'actuel chef de l'État. Je vous l'assure ici, j'ai dit en mettant la main dans mon cœur pour dire qu'on n'avait pas les moyens qu'il faut pour battre campagne.
militaire, campagne qu'on a fait avec les moyens de bord. Et partout où on a passé, plus de fesses, tout le monde laissé. On n'a jamais donné l'argent, on n'a jamais donné ceci. C'est que nous condamnons déjà cela pour les départs. Donc, c'est déjà l'idéologie de l'UDPS et c'est ce que nous allons continuer à le faire. Je ne sais pas si j'ai... Oui, il y a aussi la deuxième question. Non, il y a eu un collègue qui nous a affronté avec un collègue d'envol ici. Et je voulais dire que le mal avec les G13, c'est quoi? Vous aimez ça? Ah, vous aimez ça? Oui, je vais quand même répondre. Le mal avec les G13 l'envol, c'est quoi? Ils ont un projet de loi. Si vous introduisez votre projet de loi, acceptez aussi que les autres lisent, regardent, voient. S'il y a des choses à ajouter, à soustraire, ils peuvent les faire. Il ne fallait pas que vous amenez votre projet à la maison, on vient, on accepte, c'est comme si c'est un pasteur qui a prêché, on dit Alléluia, Amen. Ils ont proposé une loi, mais il devait accepter aussi d'autres députés qui n'ont pas participé à la composition de ces projets de loi, mais mettre aussi leurs avis. Et lorsque vous avez votre projet de loi, chacun doit émettre aussi une pensée. Parce qu'après, ça sera une loi de la République, ça ne sera plus la loi de l'enfant. Si on laisse cette loi comme telle, ça deviendra la loi de G13. Mais parce que cette loi de G13 doit être transformée par des députés nationaux, donc il faut qu'ils acceptent qu'ils puissent émettre aussi leur point de vue, alors la loi doit toujours subir des modifications. Nous ne sommes plus à l'ère où un seul individu donne une passée, tout le monde s'arrange derrière ses idées. Non, on devait accepter cela. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent par rapport à ça. Voilà. On m'a demandé la question comment savoir si les candidats qui viennent ici, il est sérieux ou pas, parce que la politique, il y a des mensonges, et ce sont des gens qui disent des choses qui ne se réalisent pas. Lorsque j'avais fait mon introduction, j'ai commencé d'abord par féliciter les organisateurs. Et j'avais dit, pendant la période électorale, n'invite pas les gens qui ne sont pas concernés avec les élections. Invitez les candidats. Mettez-les en face de la population. Ils présentent ce qu'ils ont comme pensée et que les électeurs puissent avoir des idées. Comme vous êtes en train de poser des questions là, vous pouvez découvrir facilement celui-ci est en train de mentir, celui-ci est en train de dire la vérité. C'est pour cela que je ne cesse de le dire. J'encourage encore de nouveau cette organisation. Mais cette fois-ci, élargissez cela, surtout pendant la période de campagne électorale. Quelqu'un qui s'est dans votre je suis candidat, moi j'ai fait ceci. Organisez cette réunion. Appelez-les, mettez-les en face de la population. Le peuple doit l'attendre, mais je pense que vous allez comprendre qui il faut voter et qui il ne faut pas voter. C'est ça la solution que j'avais dit par rapport à ça. C'est la même question qui revient. Je vous dis, en réalité, de comment notre pays, nous avons un problème sérieux. Parce que ceux qui sont majoritaires dans notre pays, ce sont des gens qui ne comprennent pas bien les choses. Et les élites sont moins nombreux et ne sont pas aussi du tout courageux comme ceux qui ne comprennent pas les choses. La majorité des élites restent dans leur réseau avec leur savoir. Ils ne veulent pas affronter et vendre leurs connaissances. Mais tandis que ceux qui n'ont rien en tête font beaucoup de bruit et ce bruit-là gagne les terrains. C'est pour cette raison, par rapport à cette question, je vous ai dit, votre tribune ici, et vous avez dit, les électeurs comprennent bien les programmes. Donc, votre tribune ici, il faut que prochainement, ça puisse permettre en sorte que les électeurs comprennent les programmes des candidats. Donnez aux candidats les moyens de s'exprimer devant les électeurs. Parce que, comme je dis, les gens qui ne comprennent pas bien les choses sont tellement nombreux et ils ont la facilité de changer les choses dans leur ignorance. Et pour les élites, vous avez un devoir à faire, un grand travail à faire. Et votre travail, ça sera quoi? C'est comme l'association est en train de faire. Il faut commencer maintenant à organiser des conférences comme ça. Il faut appeler les candidats, mettez-les devant les électeurs. C'est pendant ce temps que les électeurs comprendront
réellement qu'il faut donner la voix à M. X et à M. Y. Ils ne sont pas nombreux. Beaucoup nous sommes dans la musique, nous sommes dans les théâtres, nous sommes dans les choses qui ne produisent presque rien. Mais en voyant des jeunes comme ça, en train d'organiser des choses pour la réflexion du développement durable bien sûr de notre pays, il faut féliciter. Il y a aussi une dépêche au pouvoir. Serez-vous à mesure de respecter la volonté du peuple s'ils ne sont pas élus? C'est pour cela que je vous dis, ici nous sommes en science. Si vous me posez la question comme quelqu'un de l'IDPS, je ne peux que dire des bonnes choses pour mon parti. Ça, vous devez retenir ça. Parce que vous me posez la question ici de savoir si nous allons accepter. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va gagner Tshisekedi, alors que cette personne n'est pas encore née. Ah, voilà maintenant. Ah, voilà. Voilà. Donc, je voulais dire ceci. L'UDPS, c'est un parti politique. Il y a milité pour l'état des droits et la démocratie. C'est vrai, pour les mettre en pratique, le peuple congolais a vécu un temps de la dictature atroce. 32 ans, plus 18, plus ici, nous avons déjà une attitude. Alors, tellement que nous sommes en train de mettre ça à peine hier, nous sommes en train de nous rencontrer avec les difficultés. Mais nous sommes en train d'avancer. Et je sais que nous allons atteindre l'objectif parce que l'état de droit et la démocratie ensemble, ça, même aux États-Unis, ça pose encore problème. Notre souci ici, il fallait que nous puissions aller plus loin pour réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a un sérieux avant même les élections pour vous prouver l'amour qu'il a envers vous. Là, il n'y a pas de problème. Comme aujourd'hui, là, j'ai fait les données de choses. Comment vous allez m'interdire? Mais cette loi au niveau de l'enseignement, on disait quoi? Pendant la période électorale, c'est ce qu'on voulait qu'on ne puisse pas commencer à donner les biens aux gens. Et je vous dis ici, même dans notre salle, si on pose la question, qu'on ne puisse pas donner les biens aux gens, beaucoup de gens ici, si on pèse la balance, vous allez voir que ceux qui seront pour les biens, de donner les biens matériels seront nombreux par rapport à ceux qui ne veulent pas cela. Donc par là, je tiens à vous signaler, ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on ne voulait pas, c'est pendant la période électorale. Parce que ça se comprend que Dieu est venu parce que tu as besoin de l'enfant. C'est ce qu'on a parlé de l'achat. Mais si vous me donnez quelque chose bien avant le temps, vous me servez bien avant le temps, vous n'avez même pas le droit de venir me donner le jour des élections parce que je sais qu'il y a un MCX qui nous a toujours pris en charge, qui nous a toujours aidés. Donc je vais aller jusqu'à. Merci beaucoup. Barouzi, secrétaire national chargé de la mobilisation au CNDP. Lors des élections, on a besoin que la loi puisse expressément favoriser la femme, parce que la Constitution garantit l'égalité homme-femme et aussi la parité. En prenant part lors des débats pour l'adoption de la loi électorale au Sénat, j'ai remarqué personnellement que les élus n'ont pas eu des motivations scientifiques, si je peux le dire, pour motiver cette disposition. Du coup, j'aimerais avoir votre avis parce que lors de votre exposé, vous avez soutenu cette option. Deuxièmement, la traçabilité au sein des centres de compilation. Vous avez évoqué tantôt que les peuples n'auront plus accès pour faire le suivi de ces voix, pour savoir qu'en est-il de la personne qu'on a choisie. C'est entre autres les élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Question. Peut-on faire de la démocratie une condition sine qua non pour un développement durable? Deuxième préoccupation, je vous la pose. À quoi nous servent exactement les élections à partir du moment où ces dernières sont émaillées de contestations incessantes dans notre pays? Nous tenons des réunions régulièrement autour de l'éthique électorale, mais aussi du comportement du citoyen. La question telle que posée m'oblige à faire une confidence d'ordre politicien, si vous voulez.
Dans mon parti en vol, nous luttons contre l'ignorance, la pauvreté et la corruption. C'est dire que lorsque nous réunissions nos militants, nous leur parlons de comment il faut lutter contre l'ignorance, la pauvreté et la corruption. Et la corruption sous toutes ses formes, l'ignorance sous toutes ses formes et la pauvreté sous toutes ses formes. Ça, c'est pour la première question. Pas la crise déjà existante. Non. Retenons que les choses ne sont pas difficiles. Les choses sont difficiles parce que nous n'osons pas. Ce n'est pas parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Donc il faut oser. Car quand nous n'osons pas, c'est en ce moment-là que les choses sont difficiles. Le langage de la rue est un droit constitutionnel. Et j'avais dit exprès ici, et je me donne raison à en voir la réaction. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont fait l'opposition avec nous hier. Ensemble, nous avons fustigé le côté liberticide du régime Kabila. Maintenant, ils sont au pouvoir. C'est l'occasion pour eux de faire la démonstration de la démocratie. En ce moment-là, la rue ne peut pas constituer un danger. Puisque ceux qui dirigent ont utilisé la rue avec nous hier. Et nous avions fustigé les chars de combat, les bombes lacrymogènes, etc. Alors, des deux choses l'une. Si nous descendons dans la rue aujourd'hui et que le régime actuel utilise les lacrymogènes, ceci revient à dire qu'ils sont un régime liberticide. Dans les cas concrets, ils sont les démocrates et ils laissent ce droit constitutionnel être exercé. Vous savez que la loi sur la manifestation, les manifestations publiques est une loi qui émane de l'envol. Donc nous sommes fiers de pouvoir demander à nos populations de faire l'exercice de cette loi. Ceci n'amplifiera pas la crise. Bien au contraire, ceux qui le dirigent visiblement n'entendent que le langage de la vie. Parce que le langage de la démocratie, avec eux, ça échoue. J'aime beaucoup cette question. De l'État, le premier de tous les Congolais, est-ce qu'il a déjà réalisé le 1/10 de ses promesses? Vous avez la réponse. En ce qui nous concerne, nous avions dit l'État congolais est en faillite. Nous devons redresser les choses. Il faudrait souffrir. Je donne la réponse à la question qui m'a été posée. Ce n'est pas un problème. La démocratie, c'est... Et la crédibilité des élections gage le développement et de l'émergence de la démocratie. Et j'ai fait l'exercice de la construction du lien entre des élections crédibles et l'administration de la démocratie et donc le développement. Il n'y a jamais de développement sans paix et les élections chaotiques créent le conflit et donc l'absence de paix. Conclusion, l'absence de développement. Si nous voulons que les élections créent le développement, il faut des bonnes élections. Pour laisser le débat libre, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus l'opinion des gens. Parce que vous voulez connaître ce que pense le PPS, ce que pense d'autres partis, ce que pense de la société civile. Laissez-nous libres et la science nous bloque. Comprenez? La science nous bloque. Parce qu'il y a fait beaucoup de choses à dire par rapport à ces partis. Mais il est déjà parti, je ne vais pas parler derrière son dos. Vous comprenez? Donc, par là, je tiens à vous dire, si vous dites débat, laissez que ce soit débat ouvert. Tout le monde la regarde. Merci. Si vous pouvez vous lever, avec la Après elle, nous avons M. Gaston Cachao, le chargé de relations publiques au sein de l'AGEC. Merci beaucoup, monsieur. Notre conseiller juridique, M. Wangila Ntesawisa, s'il est dans la salle, qui est le président de la commission de contrôle IGF de l'association. Merci beaucoup. Et la logistique,
et de cérémonie. Messieurs Arsène, je ne sais pas si il est pas là. Madame Rebecca Lukina, qui est la présidente de l'ASPEL AGEC à l'UBN. Messieurs Kondeba, les scientifiques de l'ASPEL AGEC. Nous avons messieurs Tichik Loko, les responsables du comité ad hoc chargé de projet. Merci. Dans la salle, il vient de se déplacer. En tout cas, ça serait tout pour la présentation de membres. J'aimerais aussi, si vous aimeriez bien nous rejoindre dans notre aspect, parce que ces genres d'activités, c'est toute personne qui peut proposer. Si vous avez un sujet, un thème, vous posez à l'aspect, vous proposez le panéliste, on cherche des intervenants. Si vous-même vous voulez intervenir, vous pouvez venir. Les modalités d'adhésion sont très simples. Il ne faut que $1, vous inscrivez votre fiche d'adhésion, hormis la carte, parce que là c'est tout simplement une formalité administrative, vous serez l'un de nous. Merci beaucoup. Je remets la parole à Mme Dorcas pour la suite. Ok, merci. Est-ce que nous pouvons encore vous dire encore M. Emmanuel Kabbalah, il est secrétaire général du CPNAG. Il ne s'est pas oublié de Mme Béni et Grace, qui se sont occupés du service protocole. Est-ce que nous pouvons dire et les comités organisateurs de cette conférence? Je pense qu'il y a des différentes modalités pour adhérer à l'association. Veuillez voir le secrétaire général à la fin. Et nous avons déjà fait à la fin de notre journée. Association des jeunes pour l'éveil de la conscience citoyenne, nous travaillons. Comme vous l'avez constaté, l'année passée, on avait organisé une conférence sur la problématique de la prolifération en Afrique, de l'autre côté. Mais cette fois-ci, on s'était dit de travailler, n'est-ce pas, sur les élections, vu que c'est déjà en usine en ligne. Nous sommes là pour éveiller la conscience des jeunes. Nous les faisons, nous l'avons fait avec les étudiants, mais je pense bien anticiper. Vous allez nous voir, n'est-ce pas, dans nos cités, dans nos communes, parce que beaucoup disent ce ne sont pas les étudiants que les politiciens aiment bien saisir. C'est beaucoup plus les étudiants, en fait, ceux qui n'ont pas à faire, ceux qui se cherchent 2000 francs, etc. à la cité pour aller les donner des discours. Nous allons saisir nos communes, nos quartiers pour travailler. Et je pense bien que là, on peut dire que non, l'association c'est devenu un parti politique. Non, c'est juste pour éveiller la conscience, comme l'a bien dit M. Clément, nous devons le faire. Parce que l'association AGEC n'a pas connu la naissance, on se réveille un bon matin, on dit créons l'AGEC. Non. Si après réflexion, je pense bien avec le secrétaire général, 10 années et 6 mois, et c'est après cette réflexion qu'on s'est dit quoi, si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, certes nous serons cadres dans ces pays. Nous serons, il y a des camarades ici présents qui seront des députés, des ministres, si la conscience des jeunes, on ne s'occupe pas de ça, nous allons connaître les mêmes problèmes que nous sommes tentés de connaître aujourd'hui. Donc c'est pour cela, je vous invite, chers camarades, en nombre de 10 personnes, c'est pas mal. Nous allons bien travailler. Mais si vous tous ici présents, vous venez adhérer au sein de la CPNAG, je pense bien que nous allons créer une force et qu'on peut imposer des choses dans ce pays. C'est possible. Je dis que je vous remercie.